Ouais, tu vas te mettre là. Oui, mais d'abord cause, c'est test aussi. François Ruffin, député de la Somme. Alors là, vous avez la main-d'œuvre picarde qui travaille là-bas. Elle est moins chère que la main-d'œuvre thaïlandaise, moins chère que la main-d'œuvre birmane, moins chère que la main-d'œuvre martienne ou je sais pas trop quoi. Elle est à 0 €. C'est les petites mains d'ici. Et qu'est-ce qu'il y a devant? Ce grand monde carton, ça fait partie des 850 envois à travers toute la France d'affiches de tracts sur la campagne aéroport de Paris. Bon, on va se mettre de l'autre côté. C'est un Kubrick ou pas, hein, tu vois. Hey. Donc on a fait le tract aussi. On a fait le tract que le gouvernement ne fera pas. C'est-à-dire que normalement, c'est à lui de faire ce boulot-là. Comme pour le grand débat, il a dépensé 12 millions d'euros pour le grand débat. Toutes les mairies ont été informées et tout ça. Là, normalement, il devrait y avoir des panneaux d'affichage devant toutes les écoles de France sur lesquels il colle une affiche en disant, voilà, il y a un référendum d'initiative partagée, si vous voulez vous signez, si vous voulez pas vous signez pas. Il devrait distribuer, on peut imaginer, un petit document par boîte aux lettres. Bon, comme il va pas le faire, c'est à nous de le faire. Donc on a fait un tract qui n'en est presque pas un, c'est vraiment du matériel informatif en disant, voilà, signé sur www.referenduminterior.gouv.fr. Il y a un côté, c'est comment on fait, voilà, on fait comme ça. Et il y a un autre côté, c'est pourquoi il faut le faire. C'est notre trésor, notre avenir, notre démocratie. Et donc on a fait un truc quasiment officiel sur du beau papier d'ailleurs. Tout ça, ça coûte cher. Je vais y revenir. Voilà, c'est le boulot que le gouvernement fera pas. Le souci, c'est qu'on a fait tout ça, mais on n'a pas un rond. Parce qu'on s'est rendu compte en cours de route que, comme c'est une campagne, quand même, il n'y a que les partis politiques qui peuvent avancer. Moi, je croyais que ça allait être encore les sous de Merci Patron qui allaient financer ça. Et donc, on a combien? 17 000 € de facture, je crois. Et la question, c'est est-ce qu'on arrête là? Ou bien est-ce que on continue d'envoyer des affiches, on refait un tirage avec des tracts, des affiches, des autocollants, on pensait, des t-shirts pour les militants qui veulent aller se mobiliser là-dessus. Et pour l'instant, on risque d'arrêter là. On va pas mettre une carotte aux imprimeurs, on va trouver une solution, et puis à la poste aussi. Mais on l'a fait à fond perdu, puisque donc c'est Picardie Debout qui va porter le truc finalement. Le micro-parti qui était là essentiellement pour réserver des salles municipales à Amiens et qui a 700 € sur son compte, donc c'est vraiment pas, il n'y a rien. On va faire une levée de fonds. Et puis vous abonderez, vous abonderez pas sur la cagnotte à destination du référendum sur Aéroport de Paris et rien qu'à cette destination-là. Pour financer la campagne là-dessus, peut-être retirer des tracts, retirer des affiches, retirer des autocollants et puis tout ce qu'on peut imaginer en la matière en termes de campagne numérique aussi. Bon voilà, pour mener cette bataille-là et cette bataille-là à fond. Moi, j'ai toujours pas signé d'ailleurs. Je vais le faire. Pourquoi j'ai pas signé? Parce que j'avais pas ma carte d'identité sur moi, j'étais en vadrouille. Donc, je vais essayer, parce que j'ai vu les bugs partout là. Je suis connu pour être doué en matière de digital. Ça va être long, non? C'est long, tu l'as fait toi ou pas? Pas encore. Non plus, qu'est-ce qu'il a fait ici? Moi. Et alors? Faut compter une dizaine de minutes. Ah, quand même. Ouais, si y a pas de bug. Et toi, ça a marché du premier coup ou pas? Non, 3 coups. Essayé, si, 3 coups? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Première fois, je sais pas, perte de connexion. Et deuxième fois, c'était le code, en fait, c'est pas le code postal, c'est le code INSEE de la commune. Et troisième fois, c'était bon. Alors, c'est complètement incompréhensible pourquoi ils n'ont pas mis le code postal. Pourquoi ils n'ont pas demandé le nom de la commune? Les gens, ils sauraient qu'ils peuvent rentrer le nom de la commune. Tout est fait pour que ça marche pas. On imagine que là, c'est la Startup Nation, tu vois. Même pourquoi... Alors, là, je dois choisir mon... C'est pas compatible. C'est pas compatible avec ma version de Firefox sur mon téléphone. T'imagines le truc? J'essaye avec, je sais pas, Chrome. Non, ça marche pas non plus. Tous les sites, ils marchent hein, avec mon téléphone. Non. Bon, je vais devoir installer Firefox, tu vois. On a une nouvelle version de Firefox. On est bien parti, non? Ça va être la vidéo la plus longue de notre histoire. Et la plus passionnante. Regardez. Ça rentre pas, le truc là, regarde. Tu vois, il faut cocher un petit truc je soutiens qui est pas dans l'écran lui-même, qui est sur le côté. T'imagines, c'est pas fait pour le faire avec le téléphone portable. Ils en ont rien à foutre quoi. Donc j'apprends que mon code INSEE c'est 80 021. Mon nom je le connais. Je n'ai pas de prénom. Si, j'ai des prénoms.
Je vais même vous dire mes prénoms. François, Marcel, Joseph, Bernard. Toujours rigolo hein, quand on dit les prénoms. François, je mets pas la CI, on va voir. Tu vois, ils ont demandé la commune de naissance. Pourquoi ils n'ont pas demandé le code, là? Ils auraient pu demander le code aussi. Franchement, au-dessus, ils auraient pu mettre la commune d'habitation, ça aurait été plus simple. Attends, tu sais ce qu'ils me mettent? Non. Nous ne sommes pas parvenus à vous retrouver sur la liste électorale de Amiens. Je suis député, ils n'arrivent pas à me retrouver sur la liste électorale. Ils se moquent de moi. Vous ne pouvez donc pas soutenir cette initiative préférendaire. Vérifiez que les données que vous avez saisies correspondent bien à l'état civil avec lequel vous êtes inscrit sur la liste électorale. Alors, le truc qui paraît, c'est qu'il suffit qu'il y ait un petit truc qui va pas, ils te retrouvent pas sur les listes électorales. Et ils te disent pas dans quel cas ça va pas. Si tu vas sur le site de la SNCF et que tu n'as pas mis la bonne heure d'arrivée, on te dit c'est à telle case et on te le met en rouge. Je vérifie. Ah mais attends, tout s'est effacé. Le formulaire il s'est effacé. Bon, eh ben écoute, j'ai toujours pas voté pour l'instant. Tu vois, je fais partie donc des milliers de personnes qui parviennent pas à se foutre sur ce site internet. Donc il va falloir que j'ai pas. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais devoir aller voir la mairie d'Amiens pour leur demander si je suis bien inscrit sur les listes électorales. Je dois m'adresser au ministère de l'Intérieur. Tu as une solution? Je vais m'adresser à mon député? Bon voilà, donc on va réessayer, mais moi je n'ai toujours pas signé cette pétition. Alors, je continue avec quand même si ça me frustre de ne pas avoir rempli ce punaise de truc de soutien là. En plus on dit vous soutenez. On a l'impression qu'on soutient le gouvernement, ça fait peur. Bon, mais je vous dis l'état d'esprit. À mon avis, c'est une campagne signée comme vous êtes. Ou militez comme vous êtes. Ouais, je sais que c'est une parodie de pub qu'il ne faut pas faire. Hein, tu vois, venez comme vous êtes. C'est-à-dire que tu ne demandes pas aux gens de rentrer dans un mot d'ordre. Tu vois, il y avait Patrick Veil, là, l'historien, à une réunion à laquelle j'assistais, il disait, bah voilà, imaginez que l'emprise territoriale que c'est Aéroport de Paris, c'est comme si c'était un département entier qui était soudain privatisé. J'y avais pas pensé. Je pense qu'il y a des gens qui habitent en Dordogne ou en Lorraine ou ainsi de suite que ça va pas toucher. C'est peut-être autre chose qui les touchera. Donc je dis, c'est une campagne, venez comme vous êtes, signez comme vous êtes, à la fois sur le fond, quelle est la raison qui fait que vous signez, et aussi sur la manière de dire les choses. Il faut qu'il y ait une pluralité de voix qui se fasse entendre. Ça sera la seule manière de recueillir 4,7 millions de signatures. Parce que c'est quand même énorme. Et moi, je crois que dans cette bataille-là, il y a un truc qui est important, c'est l'imaginaire. C'est une bataille de l'imaginaire. Si on reste que terre à terre concernant Aéroport de Paris, si ça se passe à Paris, c'est un aéroport. Tous les gens qui sont en province, ils ne se sentent pas concernés. Et les gens qui ne prennent pas l'avion ne se sentent pas concernés. Ça laisse plus beaucoup de monde. Donc évidemment, il y a des arguments. C'est l'autoroute, comme les autoroutes pour Vinci. C'est notre démocratie. Mais je pense qu'il faut laisser passer par l'imaginaire. Et c'est pour ça que je voudrais faire, moi, un appel à tous les créatifs. Je voudrais faire un appel. Il faut faire décoller le référendum. Il faut qu'ils prennent les airs, tu vois, comme un avion, et pas qu'ils restent collés au sol. Et pour ça, on a besoin de graphistes. On a vu comment notre affiche et nos visuels, ils avaient été repris un peu partout. Pourquoi? Parce qu'il y a pour l'instant, c'est pas suffisamment habité par de l'imaginaire. Donc il faut qu'il y ait des visuels qui soient pondus, des vidéos drôles, il faut qu'il y ait de la poésie, il faut qu'il y ait tout ça qui habite ce référendum. Il faut qu'il soit habité par des consciences, des envies, des désirs qui soient divers et variés. Et non pas qu'on cherche à lui plaquer la vérité avec le V majuscule et la voix qui parle pour tous et qui détient le savoir. Si on fait ça, on se plante. Donc voilà, j'invite... C'est quoi, il y a une adresse? Oui, on a une adresse mail. Une adresse mail. C'est où? T'as pas ta pochette BDR? J'ai ma pochette BDR, c'est ça ma pochette BDR? Non, c'est pas ça ma pochette BDR. Attends, faut que je retrouve ma pochette BDR parce qu'on m'a fait une pochette BDR. Quel bordel! Ah, merci. On passe. Il n'y a rien dedans. Non. Graphisme. Alors. Ah, voilà. On m'a fait ça comme adresse. graphisme@ruffin-député.fr. Donc, tu mettras, pour la cagnotte, là, tu mettras l'adresse, puis tu mettras l'adresse aussi pour les visuels et tout ça. Bon. On passe à autre chose. Bon, je vais te dire ce qui me gonfle en ce moment, d'accord? Ce matin, je suis passé sur Europe 1. Et, si tu veux, c'est alors Édouard Philippe, alors Marine Le Pen, alors Mélenchon, puis le titre qui ressort, c'est malgré
la raclée qu'a pris la France Insoumise, François Ruffin croit encore en Mélenchon. Moi, je crois en personne, tu vois. Déjà, j'ai du mal à croire en moi-même, alors bon. Et puis, mercredi, j'ai fait France Inter. Franchement, un bon moment, je trouve, tu vois. Bon, j'ai pu parler des liens, j'ai pu parler du fait que si on voulait sauver la planète, il fallait établir des règles et des lois. Je trouve que j'ai passé un bon moment. Et la conclusion, ça a été encore sur Ruffin, Mélenchon, Ruffin. Ça me saoule, tu vois. Le journalisme politique, c'est comme si c'était les poupées Givaro de l'info, quoi. Comme si tu étais rétréci, qu'on te réduisait. Moi, ce dont j'ai envie de parler, je vais y venir après, mais c'est des soignants à Saint-Nazaire. C'est des gens qui bossent chez Lidl. C'est de l'aéroport, oui aussi. C'est de l'éolien. C'est des bouteilles d'oxygène dans les hôpitaux. C'est de tout ça que j'ai envie de parler. Des hirondelles, tu le sais, des scarabées. Et puis à quoi on me ramène? Ah, alors Mélenchon, alors Marine Le Pen. Ça me saoule. Ça me saoule. Et du coup, c'est pour ça que je fais peu de médias, parce que je sais que je vais être gavé d'avance par ça, par cette espèce de... Tu sais, je dis toujours, du temps de Louis XIV, Saint-Simon, il faisait les mémoires de la cour, et on voyait pas les millions de paysans du pays. Et aujourd'hui, c'est pareil. Tu vas dans les matinales, tu as l'impression que tu as la chronique de la cour, tu vois, de la cour du roi Macron, avec aussi ses opposants, et que derrière disparaît tout le pays. Et c'est vrai que je participe à ça, et je suis écœuré par moi-même, tu vois, vraiment. Et je sors, et je suis pas bien. Et même quand il y a un bon truc, je trouve, tu vois, à France Inter, où on se laisse un peu dériver, on parle d'autre chose. Le titre qui revient quand même, et qui fait la dépêche AFP, c'est Ruffin, Mélenchon, Mélenchon, Ruffin. Et ça me saoule, voilà. Et ça me donne envie de quitter ce truc-là. Parce que j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de dire ça, j'ai pas envie d'être réduit à ça, tu vois. Bon, voilà, c'était mon... donc on va parler de ce dont j'ai envie de parler, puisqu'il n'y a que ici qu'on peut le faire, et puis que tu pourras titrer sur autre chose que Ruffin, Mélenchon, Mélenchon, Ruffin, j'espère. J'espère, hein, on n'est pas maître chez soi. Bon, que dire? Donc, pendant le discours de politique générale d'Édouard Philippe, moi je me trouvais aux urgences de Saint-Nazaire. Pourquoi? Parce qu'on avait reçu une lettre de Florian, qui est médecin urgentiste là-bas, et qui nous avait décrit comment il devait enjamber les soignants pour pouvoir apporter les premiers soins, comment parfois il y avait de l'urine à terre, surtout comment il y avait une espèce de stress permanent et qui faisait qu'il craignait que ses collègues et lui-même quittent trop rapidement le métier. Et donc je me suis rendu sur place. J'ai adoré la relation avec les chefs de service. Le chef de service des urgences et aussi la chef de service de médecine Paul, ça veut dire médecine polyvalente. Une dame qui m'a dit, bah voilà, avant, quand j'arrivais le matin, je me demandais comment vont mes patients. Et maintenant, quand j'arrive le matin, je me demande comment je vais pouvoir en mettre dehors. Et avec la culpabilité de mettre dehors des gens qui peut-être ont personne pour les accueillir à leur domicile, qui va pouvoir lui faire à manger, que peut-être une journée supplémentaire, ne serait-ce que sur le plan du contact, ça pourrait faire du bien, de la relation, et la culpabilité doublée quand ces personnes reviennent. Pourquoi? Parce qu'elle me dit, ça n'a pas été suffisamment étayé sur le plan du soin. Ça veut dire qu'on n'a pas fixé assez de choses, et du coup on les met dehors trop vite et ils reviennent derrière. Et en fait, l'embouteillage des urgences, m'explique-t-il, est surtout dû à ça, pour eux. C'est-à-dire que comme les services eux-mêmes, on a supprimé des lits dans tous les services, eh bien, quelqu'un qui a besoin de soins, il ne va pas directement en cardiologie. Il ne va pas dans le service qui s'occupe des reins. Comme il n'y a pas de place, le médecin généraliste ou lui-même, le patient, il passe par les urgences pour pouvoir être soigné. D'où l'embouteillage aux urgences. Et un embouteillage qui, à Saint-Nazaire, devient très prégnant visuellement, parce que les couloirs sont embouteillés, mais quand il y a trop de monde dans les couloirs, c'est tout le hall d'accueil qui est rempli de brancards, et en fait, ils ont construit un Algeco en extérieur, parce que quand le hall d'accueil est rempli, eh ben, ils mettent les gens dans l'Algeco dehors. Donc tu vois, une espèce d'empilement comme ça, successif.
Et ce que ça produit, entre autres, c'est un découragement, une usure rapide, qu'on appelle aujourd'hui burn-out, des soignants, qui fait que, me disent-ils, un infirmier, on met 3 ans à le former. Je le dis chiffre quand même au passage, ça coûte 15 000 € par an, la formation. Et d'après les stats nationales, ils me disent, ça serait à confirmer, hein, si je faisais mon boulot sérieusement, un infirmier, ça reste 7 ans dans le métier. Donc on mesure le gâchis que c'est. On paye et on investit pour former des gens pendant 3 ans et il ne reste que 7 ans derrière parce qu'ils sont usés. Donc évidemment, il vaudrait mieux leur assurer des conditions de travail meilleures, des conditions de vie autour meilleures, de manière à ce qu'ils restent plus durablement là-dedans, plutôt que d'être dans un espèce de tonneau des Danaïdes. Tu vois ce que c'est le tonneau des Danaïdes ou pas? Tu sais, je crois que c'était de la flotte, tu mets de la flotte par en haut, et puis comme il y a des gros trous par en dessous, t'arrêtes pas de mettre de la flotte, et puis ça part par en dessous. Et bien là, on a besoin de former des médecins, et puis on a besoin de former des infirmiers, et puis on a besoin de former des aides-soignants, parce que ça fuit complètement par en dessous. Et face à ça, quelles sont les réponses d'Agnès Buzyn? C'est la culpabilité. La culpabilité des patients. Si vous venez aux urgences, vous n'en avez pas besoin. Vous ne devez pas aller à cet endroit-là. Alors qu'en fait, il y en a quelques-uns qui viennent aux urgences pour de la bobologie, mais pour les médecins, c'est juste qu'ils ont besoin, ces gens ont besoin d'être rassurés, voilà. Mais surtout, c'est qu'ils ne trouvent pas de place directement dans les services où ils devraient être soignés. Bon, voilà. Et culpabilisation ensuite des soignants qui sont au bord du craquage et qui se mettent en arrêt maladie et qu'on va réquisitionner, on dit venez bosser quand même. Donc une espèce de jonglage avec la culpabilité, alors que c'est un métier qui tient déjà par la culpabilité. Si les gens ils bossent là, comme ils bossent à Saint-Nazaire, c'est parce qu'ils aiment leur métier, ils n'ont pas envie que ça vienne se décharger sur leurs collègues. Et donc, ça tient, jusqu'à temps que ça puisse plus tenir. Voilà où on en est. Donc, ça, c'était au moment du discours de politique générale d'Édouard Philippe. Comme j'avais pris rendez-vous à Saint-Nazaire, j'ai pas voulu annuler, j'y suis allé. Et dans la bagnole, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu le discours de politique générale en faisant des contrôles F, comme je suis d'une formation de linguistique. Et surtout, je me suis intéressé au passage sur l'écologie. Bon, alors, il nous dit qu'il faut de l'éolien. Moi, évidemment, quand on me dit qu'il faut de l'éolien, je pense à Francéole, à côté de Dijon, à Longvic, où il y a 50 salariés plus une trentaine d'intérimaires qui sont dans la seule usine de mâts d'éolien en acier en France. On fabrique pas de pales, on fabrique rien pour l'éolien en France. On installe des centaines et des milliers d'éoliennes, et on n'est pas fichu d'avoir une filière industrielle là-dessus. Et le petit bout de filière industrielle qu'on a, parce que c'est les Allemands qui ont décidé de l'installer là au départ, on n'a pas eu l'idée tout seul. Là, c'est en train de se casser la gueule, parce qu'il n'y a pas de soutien, de structuration publique autour de ce marché-là. Donc, si jamais on est sérieux et qu'on veut faire davantage d'éolien, pour moi, c'est pas la solution miracle. Hein. C'est d'abord économie d'énergie, décroissance de la consommation énergétique. C'est le truc numéro 1. Et après, on peut aussi, évidemment, basculer vers des énergies alternatives, et entre autres l'éolien. Mais il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga. Mais puisque Philippe il parle d'éolien, Philippe et de Rugy, vous sauvez Francéole. Sur le plan social et sur le plan de l'écologie, qu'on maîtrise notre destin en la matière, qu'on ait une politique industrielle là-dessus, tu vois. Donc voilà, c'est maintenant, et c'est maintenant, et c'est maintenant, parce qu'ils sont en train de crever maintenant. Et ça prouve surtout la nullité de nos élites. Moi je dis, j'ai rien contre les élites, mais il faut qu'elles le méritent d'être élites. Et là, quand on n'est pas foutu de mettre en place une politique industrielle qui permet le développement d'une filière comme ça, en se disant, puisqu'on va en installer un paquet sur nos territoires, eh bien on va aussi s'arranger pour quand même les produire ici, avec ce qui s'appelle le protectionnisme des industries naissantes, c'est-à-dire c'est comme un bébé. Tu sais, un bébé, s'il naît et que tu le fous dans la rue, il crève. Il va crever de froid, il va crever de faim, il va crever de tout. S'il est un bébé lion dans la jungle, s'il n'est pas protégé par sa maman lionne et son papa lion, il va se faire bouffer, lui aussi, même si c'est un lion. Et je te parle pas des gazelles, tu vois. Bon, il faut qu'il soit, quand il est bébé, il faut qu'il soit défendu. De la même manière, une industrie qui naît, elle a besoin d'être protégée. Et là, on ne s'est pas arrangé pour protéger
l'éolien français, et on s'est pas arrangé pour lui construire une filière avec des débouchés, et ainsi de suite. Donc c'est maintenant, on va pas installer des milliers d'éoliennes qui viennent d'Espagne, du Portugal et d'Asie du Sud-Est, de partout sauf de France. Quand même, mince. Bon, donc, installer ça. Je termine. Sur le procès Lidl. Oui. Il y a un copain du foot, Omar, c'est son surnom, en fait il s'appelle David, qui était venu me voir ici il y a maintenant 2 ans, et qui m'avait décrit comment chez Lidl on l'avait maltraité, humilié, et comment lui qui était directeur de magasin s'était retrouvé à être en dépression et jamais il pensait qu'il serait en dépression un jour. Il était avec une de ses collègues, Sabine, et je les avais accompagnés pour leur trouver un avocat, une avocate, en l'occurrence à Paris, Maître Cittadini. Et c'est avec eux, dans leur bureau, en discutant avec Nicolas Sansonetti, dont le frère s'était suicidé chez un Lidl du sud de la France, qu'on avait élaboré le début d'une proposition de loi sur le burn-out. Tiens, au passage, la majorité nous avait dit, voilà, on s'occupe du dossier, on est en charge de ça. Plus d'1 an est passé, aucune nouvelle du burn-out. Bon, eh bien là, ce mercredi, David passe au tribunal face à Lidl. J'ai encore eu, il y a 15 jours à ma permanence, une personne qui est venue pour me décrire son calvaire chez Lidl. Elle se trouve à la caisse. Ça fait 22 ans qu'elle est salariée chez Lidl. 22 ans, on n'a aucun reproche à lui faire. Elle a des bonnes notes, tu vois. Et là, on va lui apporter un avenant à son contrat de travail et on lui demande de signer. Et cette personne dit, bon, bah, je vais le lire quand même, je peux pas signer ça comme ça. Sa chef est pas trop contente. Non, mais si, tu pourrais. Non, mais je le prends chez moi, je le signe, je te le ramène demain. Elle le prend chez elle, et puis elle voit qu'on va lui augmenter son temps de travail sans lui augmenter son salaire. Donc que son taux horaire va diminuer. Elle revient le lendemain, puis elle va voir sa chef, elle dit, il doit y avoir une erreur. Si je veux bien faire plus d'heures si vous en avez besoin, mais vous allez m'augmenter mon salaire. Et l'autre est pas contente parce que elle s'est mise à lire son avenant au contrat de travail. Parce que son salaire, il doit baisser, c'est comme ça pour être compétitif sur le marché de la grande distribution, ou je sais pas trop quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle refuse de signer cet avenant au contrat de travail, on lui a mis la misère dans le magasin. C'est-à-dire qu'elle doit ramasser les cartons dans tous les sens, elle doit courir par-ci, elle doit courir par-là. À un moment, elle en a marre d'être traitée comme un larbin, alors que ça fait 22 ans que ça se passe bien, et qu'elle sent bien que c'est un mécanisme d'humiliation. Elle dit non, je veux pas faire ça. Et là, c'est rébellion envers la hiérarchie, sanction. Et donc, cette personne, eh ben, elle mange plus, elle dort plus, elle est minée, elle est conduite à des troubles psychiques, tu vois. Et donc, quand il s'agit de défendre David, c'est pas David seulement qu'on vient défendre, c'est tous les David de Lidl et de La Poste, et enfin, tu vois ce que je veux dire. Bon, voilà. Donc, c'est mercredi au tribunal d'Amiens. Et je vais terminer là-dessus, tu sais, c'est toujours ma rubrique culturelle pour terminer. J'ai pas le bouquin sous le coude, mais quand je faisais ma proposition de loi sur le burn-out, j'avais lu un bouquin qui s'appelle Global Burnout d'un philosophe qui s'appelle Pascal Chabot, et j'avais trouvé ce bouquin super. Et il avait cette réflexion. Il disait, au fond, to burn, ça veut dire brûler. Et au fond, on est dans une consommation-consomption de la planète, et on est de la même manière dans une consommation-consomption de l'humain. On le crame super vite, et c'est quelque chose qu'on peut même sentir en nous, dans ce temps-là, tu vois. Cette perte du sens de nos existences, cette course tous azimuts, le fait de remplir plusieurs tâches à la fois. Donc, on est passé à la consomption de l'humain. Il est brûlé, et ça se voit. Je fais le lien avec l'hôpital de Saint-Nazaire, quand on te dit que les gens, ils restent quelques années, parce que après ça, ils sont cramés, tu vois. Et voilà, on est dans ce temps-là, donc voilà, je recommande la lecture du bouquin de Pascal Chabot, Global Burnout. Bah écoutez, maintenant, je termine quand même là-dessus, hein. Faut aller à 4,7 millions, quoi, donc il faut se bouger le derrière. On a 850 villes dans lesquelles il va y avoir des distributions de tracts, des collages d'affiches et tout ça, mais c'est vous au quotidien, dans votre club de foot, votre club de Zumba, auprès de vos collègues, au repas, au bal des pompiers. Mais punaise, moi, il faut que j'aille résoudre ce problème pour voir si en tant que député, je suis quand même inscrit sur la liste électorale. Non mais t'imagines le délire.